Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à la notion de sensation de chaud et de froid. On sait bien que cette sensation ne dépend pas que de la température, hein. Ça dépend aussi de la vitesse du vent, ça dépend du taux d'humidité dans l'air, ça dépend de la nature du matériau qu'on touche, hein. Selon qu'on touche du bois ou du métal, on va pas ressentir la même chose. Selon qu'on est dans l'eau ou dans l'air, on va pas ressentir la même chose. Voilà, donc on va voir tout ça avec la physique, toujours avec les mains, sans équation. Premier constat. Le corps humain ne peut mesurer que la température à la surface de la peau, qui peut être différente de la température extérieure. Basiquement, cette température de surface provoque l'ouverture de canaux ioniques au niveau des neurones, qui laissent entrer ou sortir des ions. Ça modifie le potentiel intérieur des neurones qui se propage jusqu'au cerveau sous la forme d'un potentiel d'action. Le cerveau convertit ensuite ça sous la forme d'une sensation de chaud ou de froid. Voilà comment on détecte la température à la surface de la peau. De quoi dépend-elle ? En pratique, les réactions exothermiques à l'intérieur du corps humain se chargent de maintenir la température interne à 37 degrés. Il y a donc en permanence un gradient thermique entre la température interne et celle à la surface de la peau. De la chaleur se diffuse donc en permanence de l'intérieur vers la surface sous la forme d'un flux thermique. Ce flux se prolonge vers l'extérieur, ce qui permet à la température de surface de rester constante. Imaginons maintenant qu'on touche un objet à 0 degré. Si cet objet est un bon conducteur thermique, comme du métal par exemple, le flux à l'intérieur est élevé, donc le flux dans le corps humain aussi. Or, celui-ci est proportionnel à la différence de température, ce qui implique que la température de surface est très inférieure à 37 degrés. On ressent donc un froid intense. Imaginons maintenant qu'on touche du bois à 0 degré. Comme c'est un mauvais conducteur, le flux est plus faible, donc le gradient thermique aussi. La température de surface est proche de 37 degrés et l'objet paraît tiède alors même qu'il est à 0 degré. Finalement, en hiver, à température identique, le métal semble plus froid que le bois. Ça marche aussi en sens inverse. Dès qu'on touche un métal à 100 degrés, on se brûle parce que le flux thermique y est plus élevé. Par contre, quand on touche du bois à 100 degrés, tout va bien. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent que le métal est plus conducteur que le bois. C'est lié entre autres au fait qu'il est plus dense. Le bois est un matériau organique avec plein de vide à l'intérieur, beaucoup plus léger que le métal. S'il y a 10 fois moins de molécules sur une surface donnée, il y aura 10 fois moins de chocs, donc un transfert d'énergie 10 fois plus faible. C'est aussi ce qui explique que l'eau conduit beaucoup mieux la chaleur que l'air. Un liquide est à peu près 1000 fois plus compact qu'un gaz, donc contient environ 100 fois plus de molécules sur une surface donnée. Donc, à moins de 37 degrés, l'eau semble plus froide que l'air. Mais au contraire, à plus de 37 degrés, l'eau semble plus chaude que l'air. Parlons maintenant de l'influence du vent. Celui-ci tend à brasser l'air et tend donc à homogénéiser très efficacement les températures. C'est le phénomène de convection. Ça se traduit par un flux thermique beaucoup plus élevé qu'en l'absence de vent. En hiver, le vent accroît donc fortement la sensation de froid. C'est ce qui amène à introduire la notion de température ressentie à la météo. Elle correspond à la température en l'absence de vent qui conduirait au même flux thermique. Parlons maintenant du taux d'humidité. On sait que la chaleur humide est plus difficile à supporter que la chaleur sèche. C'est lié au fait que la régulation thermique du corps humain repose sur deux phénomènes. Un processus de chauffage dû aux réactions exothermiques dont on a parlé, et un processus de refroidissement dû à la transpiration. Il repose sur la sécrétion de gouttes d'eau qui vont s'évaporer à la surface de la peau. Le passage du liquide à la vapeur nécessite une grande quantité d'énergie qui est prélevée sur le milieu ambiant. Finalement, ça augmente le flux thermique qui s'échappe du corps, ce qui diminue la sensation de chaud. Plus le taux d'humidité dans l'air est élevé, plus l'air est déjà saturé de vapeur d'eau. Les gouttes d'eau s'évaporent plus difficilement, ce qui réduit la transpiration.
La température à la surface du corps humain est plus élevée, ce qui augmente la sensation de chaleur. En hiver, le rôle de l'humidité est un peu différent. Si le taux d'humidité est très élevé, il se forme des gouttelettes d'eau en suspension. Or, on a vu que le flux thermique était beaucoup plus fort dans un liquide que dans un gaz. Ces gouttelettes d'eau microscopiques augmentent donc la sensation de froid. Dans le cas le plus extrême d'un taux d'humidité proche de 100%, ça correspond à la présence de brouillard. Dernier paramètre qui influence la perception de chaleur, le rayonnement solaire. Celui-ci crée un flux thermique dirigé vers le corps humain qui compense en partie le flux perdu à cause de la température. Ainsi, pour une même température, on a plus chaud au soleil qu'à l'ombre. Pour diminuer l'influence de ce rayonnement, le plus simple est de porter un vêtement blanc qui va réfléchir la lumière et l'empêcher d'être absorbé par le corps. Pour finir, je vais mentionner un point plus anecdotique. Les canaux ioniques dont j'ai parlé au début s'ouvrent ou se ferment en fonction de la température, mais ils sont aussi sensibles à certaines molécules qui peuvent réagir chimiquement à la surface. On les trouve dans certains aliments. Ainsi, les molécules du piment conduisent à une impression de brûlure, alors que celles de la menthe conduisent à une impression de fraîcheur. On voit que ça n'a rien à voir avec la température réelle de l'aliment. Le piment n'est pas plus chaud que la menthe. L'ingestion de piment tend donc à augmenter artificiellement la réaction sous forme de transpiration, ce qui peut aider à supporter les fortes chaleurs dans les pays chauds et humides. Voilà pour la sensation de chaud et de froid. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et en attendant, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Merci à vous.